Bonjour et bienvenue pour ce premier épisode de CAP TV, la chaîne d'information pédagogique du Centre d'accompagnement à la pédagogie pour les enseignants. Pendant ce direct, vous pourrez poser des questions sur WooClap, tout simplement en saisissant dans votre navigateur web wooclap.com/captv. Je suis François Atto, ingénieur pédagogique au CAP, affecté sur le projet PARM. Bonjour à tous, je suis Baptiste Doucet, ingénieur pédagogique sur le projet PARM également et référent pédagogique du projet Hype13 dont nous allons parler maintenant. Tout d'abord, pour vous donner l'appétit, nous allons diffuser le petit teaser du projet Hype13 et on se retrouve juste après avec Frédéric Tesson, le porteur du projet Hype. Créer des liens est essentiel à toutes les étapes de la vie. Et au moment où les perspectives s'étendent, comme à l'université, créer des liens devient primordial. Étudiants et enseignants ont besoin de pouvoir communiquer et d'être accompagnés sur leurs activités, leurs attentes et leurs questionnements. Avec l'accélération de la transformation pédagogique, chacun de leur côté, ils se demandent comment réussir leur formation et l'évaluer. Comment partager, comment s'approprier les ressources ou encore sécuriser leurs données. Plusieurs universités cherchent à apporter des solutions. Pour cela, elles se sont réunies dans le projet Hype13. Hype13 permet une réflexion commune sur la manière de soutenir la transformation pédagogique et contribuer à la réussite des formations. Le projet propose des solutions pratiques comme par exemple une boîte à outils, des MOOC ou encore des guides autour de l'hybridation. Il accompagne aussi sur la manière d'évaluer ou s'auto-évaluer grâce au développement d'études, d'applications ou encore de formations, notamment sur les Learning Analytics. Le projet souhaite encourager le partage de formations, de ressources et des pratiques pédagogiques entre enseignants. Ces ressources peuvent être valorisées afin d'en améliorer l'appropriation grâce à une cartographie, des speed MOOC ou des liens entre les plateformes des universités. Enfin, à l'heure où l'on travaille de plus en plus grâce à des plateformes sur Internet, il est important d'être informé sur le cadre légal de leur utilisation. Elles peuvent concerner les données lors des inscriptions, les contenus des cours ou encore la manière d'évaluer en ligne. Hype13 prévoit donc une documentation adaptée à l'usage des universités. Pour en savoir plus sur toutes ces propositions, les événements et articles liés au projet, venez nous rendre visite sur le site hype13.fr. Joli teaser, hein, n'est-ce pas? Bien, nous sommes donc de retour avec Frédéric Tesson en duplex de l'Université de Pau. Frédéric, tu es le porteur du projet Hype13. Est-ce que tu peux nous présenter un peu qui tu es, ton parcours et puis ton rôle dans le projet? Oui, bonjour à tous. Moi, je m'appelle Frédéric Tesson, je suis enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l'Université de Pau des Pays de l'Adour. Et je suis, comme l'ANR l'appelle, le responsable scientifique et technique, c'est un mot un peu pompeux, une fonction un peu pompeuse du programme Hype13, qui est un peu plus un projet, puisque maintenant c'est un programme qui porte donc, comme le teaser le disait, sur l'hybridation des formations, qui a été lancé, qui est en réponse à l'appel à projet qui a été lancé par le ministère au printemps 2020, suite au premier confinement. Voilà, donc il regroupe 12 universités, je vais pas aller plus loin puisque ça a été très bien présenté. Ce qu'il faut noter, ce sont des universités de taille intermédiaire, hein, et finalement, on a compris assez vite qu'une des questions comme celle-là, elle devait être partagée et mutualisée dans cette échelle d'université. Et je ne suis pas du tout un spécialiste de la pédagogie, mais ce qui s'est passé, c'est que j'étais vice-président formation au moment où on a décroché ce programme, au moment où on est parti à la recherche de ce programme, et c'était notre président à l'UPPA qui était un peu porteur de la dynamique, et du coup, il m'a gentiment confié le portage politique. Hein, donc, je suis vraiment la figure politique du programme. Ceux qui travaillent vraiment sur le programme, c'est Baptiste, par exemple, plus que moi. Voilà. D'accord. Merci beaucoup, Frédéric. Et donc, ce projet, il a la particularité d'avoir été mené et puis développé et travaillé en temps de Covid, comme jusqu'à présent. Comme tu le rappelais, on est 12 universités, on n'a jamais travaillé physiquement ensemble, on a tout fait à distance. Donc il y a eu des challenges, des défis à relever.
Est-ce que tu pourrais nous expliquer si tu as ressenti ou vu, remarqué une évolution dans le projet entre son lancement en juillet 2020 et puis sa mise en œuvre en tant que programme maintenant, comme tu le soulignais? Oui, ben, bien sûr. Enfin, évidemment, c'est vrai que, comme tu le soulignais, comme tu le soulignes, on ne s'est jamais vu en vrai, Mm. physiquement. C'est On ça. n'a pas fait une réunion en vrai physiquement. On ne sait même pas. Il y a certaines personnes, bon, toi y compris, mais Ouais. beaucoup d'autres aussi que je ne connaissais pas du tout. Mm. Certains VPCVU que j'avais déjà vus, mais que je ne connaissais pas du tout. Et c'est vrai que c'était un challenge qui a été en grande partie relevé, même s'il y a eu quand même un certain nombre de soucis, hein, ne serait-ce que par exemple la poursuite de la pandémie qui nous a quand même imposé à nous et aussi aux ingénieurs pédagogiques beaucoup de travail supplémentaire qui a un peu éloigné les gens du projet pendant un petit moment. Mhm. Et c'est vrai que aujourd'hui le projet, le programme, il se remodèle un petit peu, ne serait-ce que parce que parmi ces 12 universités, il y en a un certain nombre qui ont renouvelé leur gouvernance Oui, au tout à mois fait. de janvier 2021, avec de nouvelles équipes qu'il a fallu un peu acculturer, il a fallu recommencer un petit peu pédagogiquement à expliquer ce qu'était Hype. Et là, il y a eu un énorme rôle des ingénieurs pédagogiques, notamment des référents Hype dans les établissements, qui ont bien tué ces équipes pédagogiques, même Mm. si un certain nombre aujourd'hui se questionnent hein, sur l'avenir de Hype, etc. Mais il n'y a pas eu vraiment l'essentiel du remodelage du projet, il s'est fait aussi parce qu'on avait une grande ambition. On avait demandé beaucoup d'argent à l'ANR Mm. Tout à fait. ils nous ont donné un petit peu moins d'argent que ce qu'on avait demandé. Donc, il a fallu qu'on revoie un petit peu à la baisse, mais pas forcément l'ambition. Hein, on a rogné sur un certain nombre de choses, mais l'ambition, elle reste la même, même si on se demande si on pourra tenir les engagements jusqu'au bout. On a prolongé aussi le projet de 6 mois 2 6 mois. Mm. du fait de Covid, le projet qui va se poursuivre jusqu'à la fin 2022 et qui va nous permettre de peut-être réfléchir à la suite. C'était aussi un des éléments importants. Ouais. Voilà. Alors si on est là aujourd'hui, c'est pour présenter plus spécifiquement un des livrables de ce projet, qui est la boîte à outils que nous avons développée ici à Tours en collaboration étroite avec le reste du consortium. Est-ce que tu pourrais nous dire, toi, en tant qu'enseignant, ce que cette boîte à outils pourrait t'apporter dans tes pratiques pédagogiques? Alors, ça, c'est quelque chose, enfin, cette question-là, elle est vraiment importante parce que moi, ce qu'elle m'apporte, euh, je suis enseignant, comme tu le soulignes. En plus, moi, pendant 5 ans, comme j'étais VP, j'étais déchargé, j'avais très peu d'enseignement. Et donc là, depuis cette année, je me remets au boulot De et retour. je revois un petit peu mes cours. Et pour moi, c'est un outil essentiel parce que nos pédagogies, elles doivent nécessairement évoluer aujourd'hui. On en a tous conscience. On en a tous conscience, mais on n'a pas forcément les clés pour faire évoluer cette pédagogie. Et du coup, la boîte à outils, elle va me servir. Alors bien sûr, chaque université a ses boîtes Oui, à oui. outils. Mm. Là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est que il y a un défi. Ça a été une première étape d'un défi technique énorme hein, qui a été souligné dans le teaser, c'est de mettre en relation nos plateformes. On a tous des Moodle, plus ou moins avancés, plus ou moins Mhm. élaborés, plus ou moins ouverts, de les mettre en relation. Et là, moi, j'ai quand même été un peu assez agréablement surpris hein, de la fluidité qu'il y a de rentrer sur le Moodle de Tours, Mm. d'ouvrir cette boîte à outils, d'aller regarder les tutoriels, de m'y inscrire, enfin, de pouvoir suivre ces choses-là. C'est assez bluffant et ça ouvre beaucoup de perspectives sur la mutualisation de ces outils et de ces ressources parce qu'on a dans chacune de l'université, on a d'énormes compétences. Moi, enfin, il faut le souligner, mais moi j'ai découvert 12 équipes pédagogiques qui travaillent ensemble et qui avec des compétences extraordinaires. Et cette boîte à outils, elle en est une des incarnations et un des Mm. atterrissages, un des premiers atterrissages. Et moi, je vais m'en servir. J'ai déjà commencé à m'en servir d'ailleurs, et je vais m'en servir pendant toutes ces vacances de Noël. Je vais l'amener avec moi sous Ah, le très sapin bien, très bien. parce que j'ai mes premiers enseignements qui vont commencer mi-janvier et il faut que je mette un petit peu au goût du jour. Hein, et la boîte Mm. à outils va m'aider, ça c'est clair. C'est Excellent. clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup Frédéric pour cette participation, ce duplex. Et puis j'espère que quand même, hein, on va essayer de se voir physiquement un de ces jours
Voilà. Merci beaucoup. C'est un des gros paris, hein. C'est Ouais, notre challenge de l'année 2022, c'est d'arriver à c'est à ça. se voir Ouais, en vrai, ouais, ça serait pour bien. que vous vous rendiez tous compte de la taille de chacun. Hein, que Voilà. chacun, il y a des petits, il y a des grands. C'est ça, il n'y a pas que des C'est visages. vraiment Ouais, important. tout à fait. Là, on est globalement résumé Mm. à un écran, c'est un peu juste. Donc, je vous laisse continuer et superbe initiative, hein, vraiment, hein, Merci beaucoup. que ce moment de Très partage bien. TV. À bientôt, Merci, Frédéric. Merci Frédéric, au Et revoir. à puis, bientôt. ce qu'on va diffuser maintenant, sans plus attendre, c'est le teaser de cette boîte à outils pour que vous ayez un petit peu un avant-goût du travail qui a été réalisé à Tours et avec le consortium. La boîte à outils du projet Hype 13, qu'est-ce que c'est? La boîte à outils, c'est le fruit d'une longue collaboration entre l'Université de Tours et les universités partenaires du consortium Hype 13, situés un peu partout en France. Pendant plusieurs mois, des ingénieurs et des conseillers pédagogiques, des enseignants, des techniciens audiovisuels et multimédia, des graphistes et des informaticiens se sont rassemblés pour concevoir un espace d'auto-formation dédié à la transformation pédagogique. À qui s'adresse la boîte à outils? Cet espace est destiné en premier lieu aux enseignantes et enseignants du supérieur. Nous l'avons pensé pour celles et ceux d'entre vous qui souhaitent se familiariser avec les outils pédagogiques et numériques. Pourquoi une boîte à outils ? Dans un contexte d'évolution des pratiques pédagogiques, vous êtes nombreux à avoir émis le souhait d'avoir à disposition une boîte à outils pour répondre rapidement et efficacement à vos besoins. Nous avons donc développé des modules d'auto-formation sur lesquels vous appuyez pour concevoir vos cours. Du fait d'un découpage très fin de ces modules, vous avez la possibilité d'avancer à votre rythme. Comment naviguer dans la boîte à outils ? L'accès à la boîte à outils se fait par le cours Moodle « Entrée dans la BAO ». Dans cet espace, retrouvez un sommaire illustré. Chaque module est identifié par un pictogramme, un titre et une brève description du contenu. Dans un souci de clarté, les modules sont réalisés sur le même modèle et sont ainsi découpés en 3 parties. Pédagogie, Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on et pourquoi faire? méthodologie, Comment puis-je le mettre en œuvre? logiciel. Avec quels outils? Et comment les utiliser? Vous y trouverez des vidéos et leurs transcriptions, des fiches méthodo, des tutoriels interactifs et leur version imprimable, le nom des personnes ayant développé les modules et un formulaire d'évaluation. Pensez à le compléter pour nous permettre d'améliorer les modules. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne découverte de la boîte à outils. Voilà, donc vous avez pu constater à quoi ressemble cette boîte à outils. Alors pourquoi une boîte à outils? Eh bien, c'est comme ce qu'on a pu évoquer tout à l'heure avec Frédéric. Il s'agissait de répondre le plus simplement possible, le plus rapidement possible aux besoins en pédagogie de nos collègues enseignants. C'était aussi pour savoir pour être capable de faire évoluer sa pédagogie en temps de Covid, mais pas seulement. Comme le disait Frédéric, encore une fois, c'était les pédagogies évoluent avec des outils, et ces outils, il faut savoir les prendre en main. Pour savoir les prendre en main, quoi de mieux qu'une boîte à outils? Cette boîte à outils, c'est un grand travail. J'ai pu j'accueille sur ce plateau maintenant une partie de l'équipe du projet Hype 13, du programme Hype 13 même. Pour commencer la réalisation de cette boîte à outils, on a accueilli Arthur, qui est illustrateur et graphiste, et à qui je vais donner la parole. Il va nous expliquer en quoi son travail est un petit peu en amont de tout ce qui se fait dans la boîte à outils. Ouais, merci Baptiste, bonjour à toutes et à tous. Alors moi je suis Arthur Bellège, je suis donc illustrateur graphiste sur ce projet. Je suis arrivé en janvier dernier avec la mission un peu singulière de donner une direction artistique à ce projet, enfin ce qui n'était encore qu'un projet, notamment en le dotant d'un logo et d'une identité graphique au travers d'une charte graphique que j'ai établie. J'ai commencé par benchmarker un peu ce qui se faisait dans des projets connexes ou dans des domaines connexes, histoire de voir un peu à quel langage graphique la cible, c'est-à-dire les enseignants, chercheurs et les personnels non enseignants s'attendaient, pour qu'ils ne soient pas déroutés. J'étais super attentif à donner une tonalité
d'accessibilité à cette charte, à la fois pour les gens qui en auraient besoin en étant en situation de handicap, mais aussi parce que la très grande majorité des collègues qui consultent cette boîte à outils n'ont pas vraiment, enfin, ne sont pas graphistes, et donc il fallait qu'ils puissent être à l'aise et que la charte soit suffisamment didactique pour qu'ils s'en saisissent rapidement. Un autre axe, c'était d'avoir une identité graphique qui soit joyeuse, qui reflète un peu la sortie de confinement, quoi, qu'on soit content qu'elle soit agréable à regarder. Donc si on regarde la palette de couleurs et le logo, c'est un peu gummy, un peu acidulé, c'est un peu joyeux, quoi. Ouais, voilà, c'était fait. l'idée. Après cette charte graphique et ce logo, il a fallu assez vite donner une identité graphique aussi au motion à venir, puisque j'ai commencé à travailler avec Fanny, qui est ma collègue et qui passera dans pas longtemps. Et oui, c'est à toi. Donc on a établi une sorte de design de personnage, quoi, un petit caractère design, histoire de donner une identité à toutes ces motions qui allaient arriver sur les modules. Et on part toujours de la charte graphique quand on commence un module ou un motion ou une illustration, c'est-à-dire qu'on va voir un peu ce qu'on a dans notre base de données, quelles sont nos couleurs de référence, qu'on élargit un petit peu évidemment pour que ce ne soit pas monotone. Et donc on a mis ça en place assez rapidement. C'est ça, donc on comprend très bien que le graphisme et puis la charte, c'est l'étape préalable de la création de cette boîte à outils en termes de production. Alors, on ne peut pas démarrer la production tant qu'on n'a pas cet espace qui a déjà été réfléchi et pensé d'un point de vue graphique, accessibilité, visuelle, etc. Oui, c'est quelque chose qui a été pensé même en amont de notre arrivée sur le projet. La volonté d'engager des motion designers et un illustrateur graphiste, c'était quand même assez particulier. Je pense que ça partait tout simplement du constat qu'on n'attire pas les mouches avec du vinaigre et qu'il fallait que ces modules soient un peu sympas à regarder, qu'ils soient attrayants en tout cas. Dernièrement, on a travaillé également sur le Selene, donc qui est la plateforme Moodle de l'Université de Tours. Oui, tout à fait. Donc on a eu un process un peu plus de web design, histoire de travailler sur le parcours et sur la signalétique graphique au sein des modules qu'on propose dans la boîte à outils. Voilà. C'est un aperçu de... Merci beaucoup, Arthur. Merci. Quand on suit l'étape de la réalisation d'un module, donc on part de la charte graphique, de l'ambiance, des éléments graphiques, oui. Et puis après, on a toutes les questions d'ingénierie de formation, la manière dont on développe ces modules, parce que ce sont des petits modules, tous ces éléments de la boîte à outils. Bonnie était ingénieur pédagogique sur le projet i13 notamment. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur la manière dont tu travailles ? Oui, alors du coup, je vais reprendre un petit peu dans la suite de ce qu'a dit Arthur sur le processus chronologique du déroulement du projet. Donc en effet, on avait la partie qui consistait à développer proprement dit les modules. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au regard de la dimension de partage et de mutualisation propre au projet, l'idée c'était vraiment de développer des ressources et des modules qui concernent toutes les universités du consortium. Voilà, c'est ça. Donc un premier travail qui a été fait et qui était aussi quelque chose de très central dans cette boîte à outils, ça a été une réflexion avec les différents membres du consortium de chaque université pour justement à la fois choisir les thématiques des modules, qui d'ailleurs portent sur la production et la conception d'un cours, étant donné que les modules sont destinés en priorité aux enseignants et enseignantes. Et ensuite, sur plutôt qu'est-ce qu'on allait y mettre, donc sur le découpage en fait de chaque module. Donc comme on l'a vu dans le teaser, une partie pédagogie, une partie méthodologie et une partie logicielle. Donc ça, c'était vraiment le gros travail. Ensuite, on a constitué des binômes et des trinômes, donc à la fois entre ingénieurs et conseillers pédagogiques, pour justement scénariser chaque module, voir qu'est-ce qu'on allait y mettre exactement. Donc à 2 ou 3, on a complété un scénario pédagogique en positionnant justement ce dont on allait avoir besoin. Et ce scénario a ensuite fait l'objet d'une validation auprès de chaque membre du consortium. Donc on présentait aux universités par des réunions qui étaient hebdomadaires, du moins au début, ce scénario, et puis eux pouvaient nous faire leurs remarques, leurs retours pour des ajustements éventuels, et ensuite leur validation quand c'était bon. Et une fois qu'on avait cette validation, on pouvait donc, avec le binôme trinôme constitué, se lancer dans la rédaction du script de la voix off, de ce qu'en fait il y allait avoir en termes de son qui accompagne la vidéo.
Et une fois qu'on avait écrit ces scripts, donc on se tournait vers l'équipe de production, donc avec nos techniciennes audiovisuelles et puis l'illustrateur graphiste Arthur, qui a déjà voilà, parlé de son travail en partie, pour élaborer le storyboard. Et donc je vais laisser la parole à ma collègue Fanny qui va pouvoir vous expliquer un petit peu plus en détail. Effectivement, pour reprendre un petit peu ce que tu viens de dire, je tiens à les remercier ici puisqu'on a collaboré étroitement avec tous les collègues du consortium avec lesquels on se réunissait tous les lundis matins. C'était lundi matin 9h. Donc un grand merci à vous puisque sans ce travail d'équipe, on ne serait jamais arrivé à ce qu'on a réussi à développer maintenant. Et donc Florine et Fanny, qui êtes toutes les deux audiovisualistes, vous avez évidemment mis en production tout ce qui a été écrit au préalable. Est-ce que Fanny, tu peux nous expliquer la manière dont tu travailles et puis ce que tu fais exactement sur le projet? Avec plaisir. Donc moi je travaille avec Arthur et Florine à la production. On s'occupe de tout ce qui est la réalisation des contenus audiovisuels et graphiques. Donc notre travail il se base sur le scénario pédagogique qui est réalisé la plupart du temps par les ingénieurs pédagogiques ou les conseillers pédagogiques, comme Bonnie l'exprimait tout à l'heure. Une fois qu'on a ce scénario pédagogique, on a l'habitude, avec Florine et Arthur, de se retrouver tous les trois et de commencer un brainstorming. Donc on commence à chercher nos premières idées, comment on va illustrer la vidéo, le module, on commence à s'imprégner un peu. On fait un premier storyboard. Ensuite, on se réunit avec l'équipe des concepteurs du module. On leur explique nos idées et on réfléchit tous ensemble à la meilleure façon de réaliser la vidéo. Donc on réfléchit à des questions comme quelle forme la vidéo va-t-elle prendre? Est-ce que ça va être une captation? Est-ce que ça va être du motion design? Comment on va illustrer tel ou tel propos? Donc c'est là que vraiment il y a un gros travail de réflexion. Ensuite, une fois cette réunion finalisée, on se met d'accord, on fait un storyboard qui est ensuite validé par les ingénieurs pédagogiques. Et une fois que tout ça c'est validé, on peut commencer notre travail de production. Donc on se lance tout de suite dans la réalisation des éléments graphiques. Donc ça c'est souvent Arthur qui s'y penche. Et avec Florine, on s'occupe de la captation de la voix off, donc qui est faite en interne par des gens de l'université. Et on peut ensuite commencer le travail de l'animation. Donc on travaille sur la suite After Effects, la suite Adobe. On commence à faire tout ce qui est animation. Ensuite, on accompagne avec l'habillage sonore. Et ensuite, il y a une phase de validation. Et ensuite, on pourra exporter les vidéos. Pour le moment, on a réalisé majoritairement des vidéos en motion design pour deux raisons. Tout d'abord, le motion design, ça permet d'expliquer simplement des notions parfois théoriques qui peuvent être compliquées à exprimer avec de la captation. Donc avec des illustrations, parfois on arrive à expliquer des fois des notions un peu complexes. Et de deux, le motion design, ça mobilise moins de moyens humains et moins de temps, donc c'est beaucoup plus pratique. Et voilà, pour finir, je dirais qu'on a la chance de travailler avec des éléments graphiques originaux et une musique aussi originale, ce qui apporte vraiment un cachet à nos productions et ce qui fait Tout à fait, d'ailleurs on peut remercier ici Olivier Carillo qui est professeur en musicologie et qui a produit, réalisé la bande sonore, la musique de fond de nos jingles et de nos vidéos en général. Juste une petite différence entre le motion design et les captations. Donc le motion design, c'est quand on anime des illustrations. Oui, c'est ça. Voilà. Le motion design, c'est un peu c'est vraiment de l'animation, des graphiques, des petits personnages qu'on va faire apparaître, disparaître, de l'animation de texte, de la musique. Et nous, on accompagne ça avec de la voix off. Ok. Voilà. D'ailleurs, tu ne serais pas la voix off du teaser. Et oui, c'est moi, sur quelques vidéos. Merci. Et toi, Florine, donc tu es, comme on le disait tout à l'heure, aussi audiovisualiste. Tu travailles donc en étroite collaboration avec Fanny et Arthur, et puis toute l'équipe, bien sûr. Tu peux nous dire un petit peu ce que tu fais et puis... Je vais poursuivre par rapport à ce qu'a parlé Fanny, donc du coup sur la production vidéo, mais plus particulièrement sur la partie captation. Ouais. Donc c'est une autre organisation que celle du motion. Ça demande d'être hyper rigoureux sur toutes les étapes de création et plus particulièrement sur l'étape de préparation avant le tournage, qui va donc permettre d'avoir un processus plus régulier et mieux travaillé tout au long du projet jusqu'à la fin, jusqu'au rendu, et donc d'avoir un gain de temps.
Donc d'abord, on a dû investir dans du matériel audiovisuel pour avoir un rendu de qualité sur nos vidéos. Et du coup, en fonction du matériel disponible et du script que les ingénieurs pédagogiques nous fournissent, on vient créer un scénario et un storyboard. Donc après, on vient le faire valider et c'est là que tout s'enchaîne. On fait des demandes d'acteurs au sein du service, donc en interne. Et après, on a une grosse partie de travail autour du droit et de la gestion. Donc on fait des autorisations de droits de tournage pour les lieux et de droits d'image pour les acteurs et les figurants. Et du coup, on a aussi une organisation de gestion d'emploi du temps avec les équipes techniques et également par rapport aux disponibilités des lieux de tournage et des acteurs. Oui, c'est ça, c'est ce que disait Fanny tout à l'heure, c'est un petit peu plus complexe parce que là, il y a aussi de la gestion d'humains, gestion humaine de personnes, d'emploi du temps, etc. Donc ça, c'est un petit peu plus difficile aussi. Ouais. Oui, mais du coup, après, on enchaîne avec un découpage technique qui permet de mieux s'organiser et donc qui sera très important pour la suite, pour le tournage particulièrement. Et du coup, on vient indiquer à chaque plan, chaque scène, en fait, dans ce découpage technique, tout ce qui est lieu, tout ce qui est date, les personnes qui seront présentes avec, en indiquant leur rôle, les plans techniques et aussi le matériel nécessaire, parce que le jour J, c'est vite qu'on se pose toutes les questions, qui fait quoi, qu'est-ce qu'on fait, etc. On ne perd pas de temps là-dessus. Et on pense surtout à faire une prise de notes pendant la captation pour se rappeler qu'est-ce qui a été bien, qu'est-ce qui a été pas bien, pour après enchaîner en post-production, on reprend les notes et puis après on gagne du temps là-dessus sur la partie montage et on finit par créer ou ajouter des éléments graphiques ou sonores si nécessaire. Ouais, c'est ça. Voilà. Bon, excellent. En tout cas, je peux témoigner que vous faites un travail vraiment formidable. Les vidéos réalisées, elles sont vraiment, vous le verrez quand vous consulterez cette boîte à outils, le travail est vraiment formidable. J'en profite rapidement pour rappeler que vous pouvez poser vos questions sur WooClap. L'événement s'appelle CapTV. N'hésitez pas, on prendra quelques minutes tout à l'heure pour y répondre. Je profite également de ce moment pour accueillir Émilie Auberdic, qui est ingénieure pédagogique aussi, qui travaille effectivement sur le projet Hype 13 depuis quelques mois, enfin depuis le début même. Eh bien, donc, Émilie, toi, tu voulais nous parler de la manière dont on collabore avec les différentes personnes, services, la manière dont on a travaillé dans ce projet. Exactement. Je voulais justement souligner ce point, c'est-à-dire le terme collaboration qui est vraiment au cœur de notre travail, mais aussi au cœur du programme Hype. Et justement, notre équipe s'est inscrite dans une démarche collaborative. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a différents profils. Donc, Bonnie, Baptiste et moi-même, nous sommes ingénieurs pédagogiques. Fanny et Florine sont audiovisualistes et puis Arthur est illustrateur graphiste. Et justement, nous avons mis en commun nos compétences respectives pour atteindre notre objectif final, à savoir produire une BAO de qualité pour répondre aux besoins des enseignants. Et nous avons par ailleurs collaboré avec les services et les enseignants de l'Université de Tours. Comme l'a dit Baptiste, nous avons collaboré avec Olivier Carillot, qui est professeur agrégé au département de musicologie de l'Université de Tours et qui a produit justement la musique des génériques de la BAO. Nous avons aussi collaboré avec la DIC, la direction des systèmes d'information, qui ont paramétré le thème de la BAO et qui ont aussi intégré les pictogrammes et puis le plugin tuile. Nous avons tout naturellement collaboré avec le CAP, qui est le centre d'accompagnement à la pédagogie des enseignants. Nous avons travaillé avec le pôle accompagnement et le pôle qualité qui nous ont soutenus dans notre démarche et qui ont aussi participé à la conception des modules. Et puis, nous avons aussi collaboré avec les services support comme l'ADAGE et le service communication. Donc là, c'est vraiment une collaboration en interne au sein même de l'université, mais nous avons aussi surtout et avant tout collaboré avec les universités qui participent au programme Hype. Donc, comme l'a dit Baptiste, tous les lundis matins, depuis novembre-décembre 2020, nous nous rencontrons avec près d'une vingtaine de personnes qui sont des ingénieurs pédagogiques, des conseillers pédagogiques, des techniciens de visuel, des enseignants-chercheurs, des informaticiens. Et nous échangeons, nous débattons autour de la boîte à outils, donc qui nous font généralement part de leurs remarques et de leurs conseils pour pouvoir l'améliorer. Et puis nous avons aussi collaboré plus particulièrement avec certaines universités
Je pense en l'occurrence à l'université Savoie-Mont-Blanc, à l'université de La Rochelle, à l'université de Pau, qui ont participé au module du syllabus. Donc ils ont demandé justement à leurs enseignants d'être interviewés. Et nous avons aussi collaboré avec l'université de Limoges, l'université du Mans et l'université de Caen pour produire des didacticiels dans le cadre du module Animer une classe virtuelle. C'est ça, ouais. Et juste, tu fais bien de le rappeler parce que effectivement, un projet comme ça, il n'existe pas sans les services support. C'est impossible à mettre en œuvre sans toutes ces personnes qui sont à l'université. Et donc, on remercie toutes ces personnes qui sont évidemment pas là sur le plateau. On n'aurait jamais eu la place de mettre tout le monde. Mais voilà, c'était quand même important de le rappeler. Et puis, donc là, vous avez un aperçu de l'équipe du projet Hype 13, mais il y a aussi une autre personne qui n'est pas là aujourd'hui, qui n'a pas pu être parmi nous, qui est Amélie Chauveau, qui est chargée de projet spécifiquement recrutée pour le projet Hype 13 et qui nous aide énormément justement à la mise en œuvre de ce projet d'un point de vue juridique, technique, administratif et qui fait le lien avec ces différents services. Donc on la remercie, on la salue. Bien, il me reste à vous remercier et puis à prendre ensuite les questions que vous avez posées. Apparemment, on en a quelques-unes déjà sur WooClap. Léa, donc Léa qui est, je ne t'ai pas présenté, donc Léa c'est notre chef qui est juste derrière, vous ne pouvez pas la voir, mais c'est notre chef des ingénieurs pédagogiques du CAP et qui va nous relayer les questions que vous avez pu poser. Alors bonjour à tous, nous avons déjà 3 questions à propos du projet. La première est de savoir quels outils de production et quels matériels ont été utilisés. Quels outils de production et quels matériels ont été utilisés? Alors, les questions d'outils et de matériel, peut-être déjà pour la production vidéo. Peut-être que Fanny, Florine, vous pouvez... Fanny, et puis Fanny pour le motion, et puis Florine pour le tournage, peut-être? D'accord. Et bien pour le motion, on utilise en fait déjà des ordinateurs qu'on a configurés spécialement pour le motion, donc avec une carte graphique, assez de mémoire. On a fait en sorte qu'ils aient des caractéristiques assez puissantes pour supporter les logiciels qu'on utilise. Donc pour les logiciels qu'on utilise, on utilise la suite Adobe, donc constituée du logiciel After Effects, Illustrator, Photoshop, qui vous disent peut-être quelque chose. Oui, oui. Et pour le mixage audio, on utilise Audition aussi. Okay. Ensuite, pour la partie matériel... Et puis, pour le matériel qu'on utilise en tournage, alors est-ce que... captation, on utilise surtout notre appareil photo, qui est donc un GH5. Et on a tendance aussi à prendre des micro-cravates pour la partie son et une perche également. Donc c'est les outils principaux qu'on a le plus besoin. Après on a aussi un stabilisateur, un Ronin, qui nous aide plutôt pas mal à faire des plans pas fixes du coup, pour que ce soit plus dynamique. Mais stable donc. Ouais. Oui, et stable à la fois. Okay. Et sinon on fait aussi pas mal sur pièce et après on passe en post-production avec tous les logiciels qu'on utilise en fait en motion design principalement, donc la suite Adobe. Okay. Je ne sais pas si tu as beaucoup de choses à rajouter. Ouais. Et aussi, il faut savoir qu'on a des collègues très sympas, d'autres audiovisuels sur d'autres projets qui nous aident par rapport au matériel, parce que nous, on n'a pas assez de matériel, on a juste une caméra pour Hype, ça ne suffit pas. Mais heureusement, on a des collègues très sympas qui nous prêtent le matériel de leurs autres projets. Voilà, c'est ça. Notamment. Donc, big up à eux. Et voilà, on s'arrange avec eux pour avoir des caméras en plus, des micros en plus et avoir le matériel nécessaire. Encore une fois, sans les autres services, les autres projets, on ne peut pas maintenir un projet comme ça. Léa, est-ce qu'il y a d'autres questions? Une autre question porte sur le temps nécessaire pour la construction d'un module. Combien de temps faut-il? Émilie, Bonnie, peut-être Émilie, En fait, ça dépend. Ça peut aller de 6 semaines à 3 mois. Après validation, comme l'avait expliqué Bonnie, du scénario pédagogique auprès des universités, auprès du consortium. En fait, il faut tenir compte de plusieurs paramètres, donc déjà la disponibilité des personnes. Donc c'est vrai que les ingénieurs pédagogiques vont construire le scénario pédagogique, mais voilà, ça dépend. Voilà, certains ingénieurs peuvent être aussi mobilisés sur d'autres projets, avoir aussi des impératifs, donc ce qui fait qu'on est dépendant, d'eux et on doit s'adapter à leur emploi du temps.
Il y a aussi d'autres paramètres qu'il faut tenir compte, c'est aussi le type de ressources que l'on souhaite produire. Par exemple, il y a une différence entre motion design et captation. Dans le cadre du module accessibilité, ça a demandé beaucoup de temps parce que justement, voilà, Fanny et Florine ont fait de la captation. Donc il fallait prendre rendez-vous auprès des tanneurs pour réserver une salle. Il fallait aussi s'occuper du matériel, trouver aussi des acteurs. Donc ça a demandé du temps. Et puis peut-être aussi le dernier paramètre dont il faut tenir compte, c'est aussi la complexité de la thématique du module. Il y a des modules par exemple sur les outils, donc ça peut être très rapide, mais il y a aussi des thématiques qui sont un peu plus complexes, par exemple l'accessibilité, ou encore par exemple le syllabus ou scénariser son cours en ligne, où là ça va demander aux ingénieurs pédagogiques en fait de se documenter, d'aller faire des recherches dans les revues scientifiques, de regarder des webinaires, etc. Voilà, donc, voilà. Ouais. Et puis à rappeler aussi qu'on ne fait jamais que ça. Donc en fait c'est pour ça que le temps parfois peut s'allonger, puisqu'on est mobilisé sur d'autres modules et d'autres projets. Merci beaucoup. Léa, peut-être une autre question? Alors, dernière question, la BAO a-t-elle ouvert plus largement? Oui. Alors, je vais y répondre, peut-être. La boîte à outils, à l'origine, a été conçue pour être diffusée seulement auprès du consortium, donc à savoir les 12 universités qui se sont rassemblées dès le mois de juillet 2020. Et or, il se trouve qu'on a eu beaucoup de demandes, on a été sollicité par plusieurs universités, plusieurs collègues hors consortium, et donc on est en train de réfléchir à la manière dont on va ouvrir cette boîte à outils plus largement, mais pas dans l'immédiat. Voilà. Mais ça va venir, mais justement on essaie de voir comment on peut... l'idée du projet c'était le partage, hein. Le P de Hype c'est partage, donc justement on réfléchit à ça, à la manière dont on peut ouvrir, mais il y a des questions techniques aussi pour ouvrir notre plateforme Moodle à d'autres universités avec lesquelles on n'est pas encore en partenariat. Voilà. C'est bon? Ouais. Ok, merci beaucoup, merci pour ces questions. Eh bien, merci beaucoup pour ce travail. Émilie, si tu veux bien, alors on est très nombreux dans cette équipe, on ne peut pas être 12 en plateau, hein. Donc je vais demander à François de venir et puis prendre ta place, Émilie, merci beaucoup. Pour la suite, donc je tiens vraiment à remercier l'équipe Hype 13 et puis l'ANR aussi, hein, évidemment pour ce projet et la gouvernance du projet à Pau et puis l'ensemble des universités avec lesquelles on travaille. Bien, merci, moi aussi je vais remercier tout le monde, c'était une belle émission. Donc je vais vous donner aujourd'hui les actualités de la pédagogie à l'Université de Tours. Il y a quelques petites choses à annoncer. Alors notamment, il y a un nouveau serveur vidéo à l'université qui va être qui est en service depuis quelques mois et qui va progressivement remplacer l'ancien serveur qui s'appelait InWeCast. Merci InWeCast, feu InWeCast, et maintenant un nouveau serveur UTmedia, accessible donc très facilement en tapant utmedia.univ-tours.fr. Ensuite, il faut vous identifier comme sur à peu près tous les services de l'université. Et c'est donc un serveur relativement simple avec un service qui vous permet notamment de stocker en fait, vos vidéos, de les diffuser à vos étudiants sur la plateforme Célène, et puis qui vous permet quelque chose que ne faisait pas InWeCast et qui est tout nouveau, c'est de sous-titrer automatiquement vos vidéos, c'est-à-dire que le serveur va vous permettre assez facilement de générer des pistes de sous-titres. On a fait l'expérience pour une vidéo qui dure à peu près 4 minutes. On a un nombre de corrections qui est ridicule, c'est ridiculement faible, de l'ordre de 4 modifications sur 4 minutes de vidéo, 5 peut-être. Donc ça c'est une première annonce. Une autre annonce, c'est la mise en place du plugin Tuile qui permet donc d'avoir des cours beaucoup plus navigables et beaucoup plus accessibles et simplement jolis. Le plugin Tuile qui vous permet donc de surfer dans vos cours Célène en cliquant sur des petites icônes qu'on appelle donc des tuiles. Vous verrez que le paramétrage est très simple et Baptiste éventuellement peut nous montrer. Oui, c'est ça. Peut-être. Vous montrer ça rapidement. Donc nous sommes sur la plateforme Moodle de l'université et habituellement vous aviez des sections qui étaient présentées de façon linéaire. Alors ces sections peuvent désormais être organisées de la sorte en tuiles. Il suffit pour cela, lorsque vous êtes enseignant dans ce cours, d'aller dans les paramètres, et d'aller chercher dans format de cours,
Vous voyez ici, format de cours. Donc habituellement, vous êtes sur le format université. Eh bien, cliquez simplement sur format tuile et vous verrez qu'automatiquement, vous allez basculer sur cette interface. Vous pouvez choisir une couleur pour les tuiles parmi ces 6. Et puis, ça s'installe automatiquement. Il n'y a pas de modification ou de paramétrage supplémentaire à faire. Alors, pas de publicité mensongère, Baptiste. Quand on a un cours qui était complètement intégré sans le plugin tuile, évidemment, il faut refaire un petit tour pour vérifier que tout se passe bien quand on a intégré le plugin tuile. Un peu de mise en page, Voilà, donc ça prendra peut-être pas, ça ne sera pas instantané. Pour certains cours, personnellement, j'ai appliqué le plugin, je n'ai pas eu de modification majeure de présentation à faire. Donc, en tout cas, pour vos étudiants, c'est vraiment une valeur ajoutée importante d'avoir maintenant une navigation beaucoup plus facile en fait, dans Moodle. Donc je récapitule mes annonces. D'abord un nouveau serveur vidéo, ensuite un nouveau plugin qui permet dans ce serveur vidéo de générer des pistes de sous-titres automatiquement. Là il n'y a pas de publicité mensongère, on a fait le test plusieurs fois. Et puis un plugin qui vous permet désormais d'avoir une présentation beaucoup plus fluide et navigable. Autre chose que je voulais vous annoncer aujourd'hui sont les formations les formations donc, du CAP qui seront diffusées à la rentrée. Donc la première, ce sera le 14 décembre, on vous prend au saut du lit, ce sera le café renversé. Donc c'est un nouveau rendez-vous qui sera en fin de journée et qui sera absolument réservé à la question de la classe inversée. Le mardi 11 janvier, vous pourrez donc participer à un encas numérique, ça c'est un format qu'on connaît mieux, c'est un format du midi. Là, il n'y aura pas de sandwich comme par le passé. Ça fait bien longtemps maintenant qu'on n'a plus d'encas numérique dans une salle avec les bons sandwichs qu'on avait auparavant. Par contre, vous pourrez bien sûr manger un sandwich chez vous. Et le thème de cet encas numérique, ça sera Geniali, donc qui est un outil de présentation en ligne qui vous permet de faire des présentations navigables par vos étudiants en autonomie. Ils peuvent prendre connaissance du contenu et puis du coup ensuite répondre à certaines questions. Et puis, autre formation le 31 janvier, ça sera sur la classe virtuelle cette fois-ci. Donc évidemment, un apport un peu théorique autour de la classe virtuelle, j'imagine. Et puis ensuite, Teams, l'application préférée pour faire vos classes virtuelles. On espère le plus tard possible cette année. Et je voulais également vous annoncer pour le mois de février, donc là je ne vais pas m'attarder sur les dates, elles sont disponibles sur le site du CAP, cap.univ-tour.fr. Les prochaines formations au mois de février, ça sera une formation sur le syllabus, une formation sur les entretiens et notamment pour essayer d'augmenter l'efficacité de vos entretiens avec vos étudiants, une formation sur les interactions avec les étudiants et puis aussi un lancement, les premières formations sur l'accessibilité numérique qui seront donc en février. Pour plus d'informations, je vous le disais, du coup il y a le site du CAP, cap.univ-tour.fr. Et puis, je voulais adresser un grand merci, un chaleureux merci à Jean-Philippe, Benoît et Pauline qui nous ont permis d'être avec vous aujourd'hui. Je vous souhaite à tous et à tous qui êtes là aussi une bonne année et puis des bonnes fêtes de fin d'année. Et puis, on se retrouve à la rentrée. Longue vie à Cap TV et puis à vous les studios. Merci beaucoup. Merci beaucoup.